Alors bonjour à tous, on est live, donc c'est avec un immense plaisir que le club continue ses grandes entrevues pendant le confinement, donc pendant que vous pouvez recevoir de l'information. Et on est très fiers aujourd'hui de recevoir Kevin Bush, directeur des opérations à la Corpic. Bonjour Kevin. Bonjour Jean-Philippe, ça va? Ben oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis sûr que les gens ont énormément de questions. Je sais qu'on avait reçu Hans il y a de ça 2 semaines au niveau plus général, au niveau des propriétaires. Kevin, je sais que tu es plus impliqué au niveau des questions des propriétaires. Donc, c'est sûr que les gens vont avoir 1 million de questions aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas dans le chat si jamais vous avez des questions pour Kevin. Elles vont apparaître à l'écran et on va pouvoir discuter avec lui. Donc, avant de commencer, Kevin, un mot de départ sur la situation, comment ça se passe à la Corpic en ce moment? Oui, en fait, si on parle exclusivement du service conseil, il y a 7 conseillers qui travaillent à la Corpic, dont tous travaillent de la maison. Donc, les appels, les questions sont transférées directement à eux. Donc, le service se maintient et 99% des employés sont effectivement en télétravail. Donc, c'est un ajustement à faire de ce côté-là, que ce soit technologique ou côté plus une question quasiment de philosophie d'entreprise, mais aussi beaucoup d'ajustements au niveau de la façon qu'on communique avec les membres, la création de beaucoup de contenu, vidéo, etc. Et évidemment, toutes nos réunions se font par vidéoconférence, donc j'imagine que c'est la réalité de la vaste majorité des gens qui nous écoutent. Effectivement, et c'est pour ça qu'on fait les entrevues aussi. Donc, je tiens à dire aussi les services d'enquête de crédit continuent de fonctionner également, hein. Je pense que c'est bon les gens de le dire. Exact, avec même les options de vérifier emploi, les références locatives, on a quand même du succès à rejoindre les gens, d'avoir ces confirmations-là, et aussi les informations de la régie du logement, donc à savoir si la personne a des dossiers à la régie du logement, ce qui n'est pas possible en ce moment, c'est les confirmations, si la personne a des dossiers civils ou criminels, car les tribunaux et l'accès à ces informations-là sont bloqués. Donc, mais quand même énormément d'enquêtes qui se font. Donc, ça veut dire que quand même la business, si on veut l'appeler ainsi, continue pour les propriétaires. Donc, content de voir que quand même les gens ne font pas, ne signent pas des baux au pifomètre que j'appelle. Ils font quand même leur recherche c'est très important. Comme disait M. Lépine, vaut mieux un logement vacant qu'un logement mal loué. Si on peut revenir avec ça. On a fait, Kevin, on s'est parlé en pré-entrevue et je t'avais demandé en fait les 5 questions, peut-être, ou pas les 5, mais les questions les plus souvent posées. Je sais qu'on a beaucoup d'ambiguïté en ce moment. C'est une situation qu'on n'a jamais vue, mais allons-y tout de suite avec les 5 questions. Puis encore une fois, je le répète, si jamais vous avez des questions, pour ceux qui nous suivent en live, n'hésitez pas à les poser. On va les faire apparaître à l'écran pour les questions. Que ce soit en lien avec la crise ou non, là, ça nous fait plaisir de les mettre à l'écran. Donc, première question, l'échéance pour le renouvellement des baux sera-t-elle reportée si quelqu'un devait quitter son logement, dont le bail n'a pas été renouvelé? Donc, quelqu'un qui en ce moment doit quitter son logement, est-ce que est-ce que le bail, en fait, le départ est reporté? Oui, c'est une précision importante à faire dans le sens que les médias sociaux et compagnie laissent couler toutes sortes de rumeurs, si on veut, ou de questionnements. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais ça serait-tu bien de reporter le 1er juillet au 1er août? Ça serait, selon nous, tout de même, assez complexe à gérer. Donc, absolument aucune intention et d'information ou de position du gouvernement de forcer les gens à modifier leur contrat et permettre aux locataires de rester plus longtemps dans leur logement. Donc, ça, c'est pas le cas. Autre chose que la situation de la pandémie ne change pas, c'est la période de renouvellement. Donc, si on a les baux typiques du 1er juillet au 30 juin, mais la période de renouvellement et d'aviser les locataires du renouvellement et tout ça reste les mêmes, donc 1er janvier au 31 mars pour la vaste majorité des baux. Donc, pour ceux, je ne le crois pas, mais pour ceux qui croyaient qu'un exemple, soit l'arrêté ministériel ou
la pandémie même faisait tout sur pause. Le pays est en pause, mais les contrats et les baux ne le sont pas. Donc, c'est important à noter aussi que vos avis de renouvellement, vous devez respecter les échéances comme à chaque année. Intéressant. Et avant de sauter à l'autre question, j'aimerais ça vous entendre parce que la Corpic a fait un grand sondage là, pour les non-paiements de loyer. On a vu ça apparaître un peu dans les journaux. Là. Donc, peux-tu nous donner un petit topo là, sur ce sondage-là, les derniers résultats qui avaient été donnés? Oui, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il y a presque 2600 répondants, donc 2594, donc c'est quand même un échantillon respectable. Ces propriétaires-là, donc les 2594, possèdent à eux presque 53 000 logements. Donc, on parle d'un échantillon intéressant. Donc, la question de avez-vous au moins un loyer impayé pour le 1er avril? Donc, c'est un sondage qui a eu lieu entre le 6 et le 8 avril. Il y a 45,9 des propriétaires qui ont répondu oui à cette question-là. Maintenant, on se dit, OK, c'est-tu un 48 logements avec un logement impayé? Il y a quand même de ces presque 46 des propriétaires qui avaient au moins un loyer impayé. Il y a quand même 7,1 que c'était plus de 50 de leur loyer impayé. Donc, encore là, ça peut être un duplex avec un locataire sur deux qui n'a pas payé. Mais c'est quand même un chiffre important. Donc, c'est un propriétaire sur deux ou à peu près qui ont eu des problèmes de paiement le 1er avril, ce qui était attendu, mais ce n'était pas non plus aussi catastrophique que certaines personnes qui appelaient à la grève des loyers ou autre chose ont tenté de mettre sur pied. Donc, ça n'a pas été, disons, une pandémie de non-paiement de loyer sans vouloir faire de jeu de mots. Mais si on regarde de ces 46 de propriétaires-là, la question est, mais est-ce que vous avez pris des ententes avec vos locataires? Et 72 ont répondu que oui, qu'ils avaient pris des ententes de paiement et que ces ententes étaient de payer dans les 30 prochains jours. Donc, l'appel du premier ministre à la flexibilité des propriétaires a été écouté. On était quand même heureux de voir ça. Par contre, il faut comprendre que la situation, elle est quand même assez sérieuse au niveau ce que moi je l'appellerais le double impact. Dans le même sondage, il y avait une autre question qui disait, est-ce que vous, votre conjointe ou votre associé ont perdu des revenus autres que vos immeubles, que vos loyers? Donc, est-ce que vous avez perdu votre emploi ou votre conjoint, votre conjointe ou votre associé? Et il y a quand même 43,4 des gens qui ont répondu oui à cette question-là. Donc, on a un loyer impayé dans notre immeuble et on a possiblement dans 43 des cas des personnes ayant perdu leur emploi également. Et si on rajoute à ça un immeuble mixte, donc à usage mixte avec une portion commerciale, donc les gens qui ont une portion commerciale dans leur immeuble, au-dessus de 80 à la question est-ce que vous croyez que vos locataires commerciaux vont avoir de la difficulté à payer leur loyer? Évidemment, 80 des gens ont répondu oui à ça. Dernière petite statistique intéressante aussi, c'est au niveau des hypothèques. Donc, la question à dire, est-ce que vous pensez avoir des difficultés relatives au paiement de votre hypothèque? À la réponse, donc 3, qu'ils auront de la difficulté ou potentiellement de la difficulté, il y a quand même 67,5 des propriétaires qui répondent que oui de ce côté-là. Donc, c'est des statistiques qu'on va maintenir au mois de mai aussi. Donc, on va refaire le même sondage. Donc, merci à ceux qui ont répondu, premièrement, et merci à ceux qui prendront le temps de répondre une deuxième fois pour qu'on puisse colliger les données. C'est ça, je m'en allais là avec les questions pour le mois de mai, mais avant de sauter au mois de mai, juste pour dire, moi, je suis un petit échantillon, évidemment, dans tout ça. Niveau résidentiel, pour moi aussi, ça s'est bien passé. Niveau commercial, pour les commerces qui sont fermés, c'est très difficile. Et si j'ai un conseil là, pour les gens qui nous écoutent, soyez indulgents avec vos locataires commerciaux si vous êtes capable de vous le permettre, parce que si vous les saignez, OK, donc vous demandez trop, vous demandez les loyers coûte que goutte, ça risque d'être difficile pour le futur. Et si jamais votre commerce fait faillite,
il risque d'avoir beaucoup de commerces qui vont faire faillite, donc beaucoup de vacances dans le commercial. Donc, faites attention, essayez d'être conciliant le plus possible avec les locataires commerciaux pour qu'ils restent en opération. Parce que c'est sûr que, imaginez si vous donnez dans le pire des cas 1 ou 2 mois gratuits et vous le donnez comme ça ou vous ne le donnez pas. Si vous ne le donnez pas, le local va être vacant peut-être pendant 6 mois, 1 an, donc vous allez perdre beaucoup plus de loyer. C'était mon petit grain de sel à moi pour le commercial. C'est un bon point, Jean-Philippe, parce que présentement, même dans le locatif, on n'est pas dans une situation où nos conseillers, de façon générale, on parle avec des membres qui sont peut-être même trop indulgents au niveau des loyers la plupart du temps, et on doit essayer de les remettre dans le droit chemin pour leur dire c'est pas normal, puis allez collecter vos loyers, puis allez à la régie s'il le faut, etc. En ce moment, on est dans une situation qui est c'est complètement de l'inconnu et on est dans une situation complètement anormale. Bien, c'est qu'on vit, en tout cas, je parle pour mes locataires commerciaux. Locataires résidentiels, comme j'ai dit, on a eu un bon taux de paiement quand même, quitte à avoir des ententes de paiement au niveau du mois, parce que le gouvernement, évidemment, a bien aidé. Mais c'est ça, c'est qu'on est tous dans le même problème. C'est ça qui facilite la chose. C'est que si un commercial m'appelle et me dit j'ai un problème avec telle situation, moi, c'est pas mon problème, c'est son problème à lui, évidemment. Donc là, on est tous dans le même problème. Fait qu'on dirait que quand on est tous dans le même problème, on n'a pas le choix de trouver une solution ensemble pour sortir du trou. Fait que je trouvais ça intéressant. Il y a le fédéral qui a annoncé de l'aide au niveau des paiements de loyers commerciaux hier. Okay. Et c'est sûr qu'à la Corpic, mon collègue Hans Brouillette et tout ça, notre porte-parole, pousse fort pour avoir un programme d'aide pour les propriétaires d'immeubles à revenus résidentiels également. Ah, ben, je n'étais pas au courant. Donc, il y a un programme d'aide pour les locataires commerciaux qui est annoncé. Comme Trudeau a tendance à le faire, il annonce qu'il va y avoir quelque chose et après ça, il annonce les détails après. Okay. Donc, pour l'instant, hier, à son point de presse, a annoncé effectivement qu'il y aurait de l'aide, mais au niveau des loyers commerciaux. OK, intéressant. OK, parce que c'est évidemment un secteur qui est très touché, là, avec la location court terme également, évidemment. Donc, intéressant. Kevin, prédiction, boule de cristal, 1er mai. Je me le permets. Oui, non, je pense que la différence, pour ceux qui ont des locataires qui ont fait les démarches correctement et ont reçu les prestations d'urgence, ça devrait bien aller pour le mois de mai. C'est ce qu'on souhaite. Il y a malheureusement des cas, et c'est des cas qu'on reçoit à la Corpic, des gens qui ont des locataires quasiment sur le bord d'avoir été évincés avant l'arrêté ministériel et doivent compter du mois de décembre, donc doivent déjà 4 mois. C'est des personnes qui sont déjà sur une prestation gouvernementale quelconque. Donc, c'est des gens de mauvaise foi. Donc, c'est, comme on le dit dans le marché, il y a la vaste majorité des locataires qui sont de bonne foi, qui c'est des bonnes personnes qui désirent payer leur loyer. Il va toujours y en avoir qui vont se glisser dans tout ça. Donc, moi, je pense que le sondage, et ça, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que le sondage à laquelle on a cité, on souhaite que ce chiffre-là baisse et que les loyers d'avril et de mai vont avoir été payés avec les prestations d'urgence. Effectivement, un bon rappel, la majeure partie des propriétaires sont des bons propriétaires, la majeure partie des locataires sont des bons locataires. Croyons bien dans tout ça. J'y vais avec la deuxième question. Je vois que les questions commencent à monter sur le chat. N'hésitez pas, c'est pas parce qu'on y répond tout de suite qu'on y répondra pas. C'est juste qu'on essayait avec Kevin de répondre aux questions qui étaient les plus posées à la Corpic. Donc, posez les questions, allez-y, découragez-vous pas si on y répond pas tout de suite. On les garde pour après. Deuxième question, évidemment, qu'arrive-t-il si quelqu'un ne paye pas son loyer en ce moment? Donc, instruction. Oui, ce qui est à noter, c'est que la régie n'entend presque pas de cause en ce moment. Ils entendent que les cas urgents d'accès au logement ou de santé ou de sécurité qui s'adressent aux locataires. Donc, un locataire a de la difficulté à accéder à son logement ou a des problèmes sérieux de santé ou de sécurité dans son logement, ces causes-là vont être entendues. Toutes les autres causes, elles ne sont pas entendues. Et pire que ça, comme le cas que j'ai mentionné tantôt, même les décisions émises après le 17 mars,
qui procéderaient à une éviction d'un locataire sont suspendus, pas annulés. Donc, sachant ça, vous pouvez tout de même, lorsqu'un locataire est plus de 3 semaines en retard, ouvrir votre dossier via le web de la Régie du logement, suite évidemment à maintes et maintes discussions avec vos locataires. Donc, la vaste majorité des locataires vont payer. Le pourcentage restant une vaste majorité qui vont prendre des ententes et qui ont pris des ententes. Tenter de percevoir des montants dans un délai raisonnable. C'est sûr que des ententes par écrit, c'est l'idéal aussi, et d'y aller avec quelque chose de précis. C'est sûr qu'il y a des propriétaires qui ont la capacité financière de dire paye-moi quand ça te tentera ou quand tu pourras, mais ça, c'est aussi assez difficile quand le locataire aura 3-4 mois de loyer impayé de rattraper tout ça. Donc, en ce moment, sachant que oui, on peut ouvrir un dossier à la régie, ça va être entendu en ordre chronologique, mais on ne sera pas entendu demain la veille. Et la régie, sachant qu'ils sont déjà avec un problème de capacité d'entendre les causes rapidement, ils le seront d'une situation complètement folle quand tout ça va repartir. Donc, sachant tout ça, c'est de prendre le maximum d'entente avec les locataires, d'avoir une certaine flexibilité et une créativité au niveau des paiements et des options de paiement que jamais on n'aurait eu dans le passé à ce point-là. Donc, c'est la première chose, de tenter de documenter maximalement les conversations, les ententes et tout le reste. Et pour le locataire qui veut absolument vraiment rien savoir, mais c'est de savoir que il y aura un après-COVID, puis à ce moment-là, on procédera via ce qu'il faut pour sortir le locataire. Ce locataire-là, malheureusement, aura un dossier à la régie et les propriétaires vigilants dans le futur refuseront de leur louer. Effectivement. Ça nous amène à la question numéro 3, Kevin. Quelqu'un qui a reçu un jugement en régie du logement en ce moment, est-ce qu'il peut l'exécuter? Okay, est-ce que je peux déposer la demande? On a répondu. Donc, est-ce qu'il pourrait exécuter quand même cette demande-là? Est-ce que, par exemple... Les jugements qui prononcent une éviction d'un locataire ne sont pas exécutables en ce moment. Okay. Donc, c'est sûr, les créances, que ce soit autre chose, c'est applicable. Donc, l'arrêté ministériel arrête vraiment tout ce qui est éviction. Pour les raisons évidentes, on ne veut pas mettre les gens, un exemple, à la rue et qui ne peuvent pas, par la suite, se louer ailleurs à cause de la pandémie, puis visite et tout ça. Donc, c'est ce qu'ils ont souhaité faire. J'ai une certaine compréhension face à ça. Par contre, donc, la réponse simple à la question, c'est non. Présentement, on ne peut pas exécuter les jugements. Quand tout ça va repartir, là, les huissiers vont être occupés à appliquer le Code de procédure civile pour exécuter les jugements. Une fois que ça repart, donc pour ceux qui avaient déjà leur jugement puis qui étaient juste en attente de l'exécuter, et tout d'un coup, la pandémie a frappé. OK, intéressant. Et les visites de logement, j'ai une visite à faire, est-ce qu'on peut me donner accès au logement? Je bonifierais un peu peut-être la question aussi en disant si j'ai des travaux à faire dans le logement, dans les deux cas, donc une visite ou des travaux d'urgence à faire, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bon, on va commencer par les visites. Les visites ne sont pas interdites, mais ne sont pas recommandées. Donc, ce qu'on recommande de notre côté, c'est de tenter de faire tout ce qui est possible via la technologie. Donc, si vous demandez un exemple d'accéder au logement de votre locataire qu'une fois pour lui faire une vidéo qui peut être par la suite une vidéo de visite interactive ou simplement une vidéo que vous allez pouvoir transmettre aux locataires potentiels qui sont intéressés par le logement. Donc, on évite des visites des gens de cette façon-là en pouvant leur montrer une vidéo. L'autre façon aussi, mais qui augmente la fréquence des visites, c'est de pouvoir faire une visite de type FaceTime, une visite virtuelle mais live, où le locataire potentiel peut poser ses questions, etc. et tout ça. Mais encore là, il y a des précautions pour le propriétaire à prendre, évidemment, les autorisations du locataire. Dans les cas où c'est possible, encore une fois, c'est pas recommandé, puis qu'il y aurait véritablement des visites en personne. Dans ce cas-là, mais c'est sûr qu'on parle de se protéger au maximum. C'est pas la famille au complet qui vient visiter, c'est une personne, etc. Mais la vaste majorité des locataires ne sont pas très, très intéressés à tout ça. Dans un
un monde où il y a une entente et une bonne entente avec le locataire. À la limite, ça peut être le locataire même qui tourne la petite vidéo, vous l'envoie, donc même vous n'avez pas rentré dans son logement. Donc, il y a toutes sortes de moyens technologiques de pouvoir faire les visites et faire les enquêtes pour pré-sélectionner la personne et après ça aussi pouvoir même signer les baux à distance, les choses comme ça, avec les signatures scannées, etc. Donc, c'est de faire et d'user de créativité là, pour pouvoir faire des visites le plus possible. OK, intéressant. Cas de COVID-19 dans mon bâtiment, Kevin, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas si c'est arrivé là, sur le chat, si jamais il y en a que c'est arrivé, dites-le nous. Mais qu'est-ce qui arrive si on a un cas de COVID dans nos bâtiments? Oui, ce qu'il faut comprendre, je pense que je vais rattacher ça pour ceux qui ont vu la ville de Montréal là, suggérer des fréquences de nettoyage là, avec une affiche. Je la montre à l'instant, Kevin. Donc, exact. Donc, celui-là, c'est un peu tout le même principe. Je vous explique. Donc, dans un cas de COVID dans votre immeuble, on n'a pas à dévoiler les détails de la santé des gens, de mettre une affiche sur la porte des locataires qui sont atteints pour aviser les autres locataires. Pas du tout, c'est même pas recommandé. Je vais y aller avec des situations inverses pour arriver à répondre à la question. Quand on a cet avis-là qui dit de nettoyer et désinfecter à tous les jours et si possible à tous les 2 à 4 heures, la diversité des immeubles à Montréal, c'est assez exceptionnel au pays, voire au monde. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des triplex avec des accès extérieurs, les escaliers métalliques à l'extérieur. On a des grands immeubles avec des grands espaces communs. On a vraiment une variété d'immeubles et il faut utiliser notre bon sens. Donc, un locataire où il n'y a pas de cas dans l'immeuble ou à notre connaissance, il n'y en a pas, on s'est informé, etc. On peut s'entendre avec les locataires qui utilisent la même cage d'escalier extérieur qui est exposée aux éléments, de peut-être les avertir de mettre des gants ou autre chose, ou de les informer, vu que c'est peut-être eux qui déneigent de toute façon, de dire, mais écoutez, je vous avertis, vous devriez nettoyer ça tous les jours, etc. Et c'est comme ça. Mais pour quelqu'un, un exemple qui a cage d'escalier intérieur, un 24 logements, concierge sur place ou au moins une équipe de nettoyage ou autre chose, mais là, on met des fréquences plus grandes pour que les gens soient un peu plus protégés, etc. Et là, on s'en va avec grand immeuble, avec beaucoup de services. On ferme le maximum de services. Le gym est fermé. Tout le monde a fait ça, j'en doute pas. Il y a des affiches dans l'ascenseur qui restreignent l'utilisation à la même famille ou à maximum une personne ou des choses comme ça. Et là, il y a une équipe ou une personne qui passe son temps à passer un nettoyage et une désinfectation, désinfecter l'ascenseur, les cages d'escalier, les espaces communs, etc. Donc, il y a des gens que oui, ils vont nettoyer vraiment de façon régulière et d'autres pas du tout parce que c'est l'immeuble qui le dicte. Maintenant, j'ai le même triplex, escalier extérieur, etc. et j'ai un cas de COVID dans mon immeuble, mais je vais tout faire pour pouvoir informer les locataires affectés de leurs obligations, que s'ils ont besoin de soutien ou autre chose, de les indiquer vers les bons endroits. Et à ce moment-là, je serais peut-être un peu plus vigilant en tant que propriétaire à m'assurer que certaines choses soient prises ou certaines mesures soient prises pour protéger mes 2 autres locataires. Parce qu'en finalité, oui, en tant qu'être humain, on veut faire la meilleure chose pour la société, mais en même temps aussi dans notre entreprise, donc notre immeuble à revenus, mais on veut non plus être dans les journaux demain matin parce qu'il y a un 24 logements qui est complètement ça s'est répandu et que finalement, mais le propriétaire, vous avez le micro au visage et on vous demande qu'est-ce que vous avez fait pour restreindre et d'aider et de faire en sorte que ça ne se produise pas. Donc, c'est assez contraignant quand même parce qu'on dit nettoyage et désinfection tous les jours, ce qui est quand même pas évident. Les propriétaires ne sont pas toujours prêts à faire ça. Là, quand on a des concierges, des fois, c'est 1 fois par semaine ou même 2 fois par mois ou à toutes les 2 à 4 heures.
ouf, c'est sûr que c'est demandant. Puis je lisais le document en même temps aussi. Il est contradictoire avec l'avis du gouvernement où est-ce qu'on a une interdiction des visites, où est-ce que le gouvernement dit on ne tente pas de visiter, mais là, ici, c'est vraiment une interdiction des visites. Ça, c'est l'autre chose, d'être capable d'aligner tous les messages de tous les intervenants et tout ça. Donc, et après ça, on vient brouiller ça avec ce qui est partagé sur les réseaux sociaux. Donc, c'est tout comme tenter de collecter nos loyers dans la période actuelle. Je pense qu'ici, on parle d'une logique et le gros bon sens. Et pour certains grands immeubles, 128 portes, des portiers, peu importe, puis qu'on a une équipe qui est constamment en train de faire une espèce de cycle de nettoyage des ascenseurs, des poignées de porte à l'entrée, etc., etc. Ça peut être pertinent. Pour d'autres, c'est pas du tout pertinent dans ce cas-là à cause du type d'immeuble et la façon que les gens circulent dans l'immeuble et tout ça. Et donc, c'est vraiment un équilibre aussi entre informer nos locataires sur comment se protéger eux-mêmes et nous, qu'est-ce qu'on fait pour protéger nos immeubles et nos locataires pour toutes les raisons évidentes. Puis effectivement, et j'ai une question comme ça qui me vient en tête, puis évidemment, on va essayer de tout faire pour protéger, mais qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas un nettoyage qui est fait tous les jours? Donc, on serait contradictoire à la direction de la santé publique de Montréal. Est-ce que le locataire pourrait avoir un recours contre nous si on n'a pas suivi exactement à la lettre? Encore une fois, je répète, on va tout faire pour être en mesure de protéger les gens, mais si on n'est pas capable de respecter à tous les jours, qui est quand même assez contraignant, qu'est-ce qui peut nous arriver en tant que propriétaire? Mais on ne parle pas de recours ici pour ne pas avoir respecté des consignes. On parle ici d'un recours avec des conséquences et que la preuve est faite que les consignes n'ont pas été respectées. Il y a une grande distinction. Donc, il faut que le locataire, pour pouvoir obtenir quoi que ce soit, aurait un préjudice sérieux. Et quand on parle de, j'allais dire quand on parle de grand immeuble, en fait, c'est quand on parle de n'importe quel type d'immeuble, on est au-delà aussi de ça, de dire je ne veux pas me faire poursuivre par mes locataires. On est vraiment aussi dans j'ai pas envie de faire les manchettes puis d'être ah oui, ça c'est l'immeuble à COVID, puis que finalement, on n'est pas capable de le louer, on n'est pas capable de le vendre, on n'est plus capable de rien faire, au moins pour un certain temps. Donc, c'est de l'inconnu. Je ne veux pas être alarmiste, là, mais c'est surtout aussi pour dire mais j'ai été de bonne foi, j'ai fait le maximum. C'est pas question de suivre ça à la lettre, c'est d'utiliser notre gros bon sens et d'appliquer ce qui est logique à notre immeuble. Donc, un très grand immeuble que la personne applique zéro de ça, c'est inacceptable. Un très petit immeuble qui applique rien de tout ça parce que les locataires ont été avisés de X, Y, etc. Donc, déjà là, il y a des actions qui peuvent être prises sans que vous êtes obligé d'aller faire le ménage à toutes les 2 heures. J'ai des questions qui commencent à rentrer, Kevin. Est-ce que tu permets? Ben oui. Juste retirer ce document-là qui a en fait un peu surpris tout le monde. Là, moi, je vous ai montré une photo au départ. Ensuite, je vous ai montré le PDF, mais la photo que je vous ai montrée, c'était placardé sur mon immeuble à Montréal. Donc, on est resté un peu surpris de ça parce qu'on avait toutes les informations du gouvernement. Puis là, tout d'un coup, on reçoit le message de la santé publique. En tout cas, ça doit être un locataire qui l'a affiché. Probablement, hein? C'est un locataire qui l'a affiché, donc j'imagine qu'il n'y a pas personne à Montréal qui se promène et qui placarde ça sur les immeubles là, en ce moment. Non. Donc, c'est un locataire. OK. Intéressant. Parce qu'on a vu sur la page Facebook du club également, il y a certaines personnes qui ont pris des photos de gens qui avaient mis ça, donc intéressant. Je vais commencer avec une question de Jessica, que je connais très bien, Jessica Bertium. Salut. Est-ce qu'un locataire est dans l'obligation de nous dévoiler qu'ils sont atteints du COVID? Ou est-ce qu'on peut leur demander de nous en aviser pour le reste de la question? Oui, en fait, la Corpic a mis une lettre à la disposition, donc sur le corpic.com, dans nos modèles de lettres, il y a une section spécifique au COVID-19. Un peu la même façon de procéder qu'on a fait dans la période de cannabis. On a dû s'ajuster et faire toutes les communications nécessaires. Donc, il y a une lettre qui est en informant le locataire que s'il y a même des symptômes ou est atteint, qu'il doit vous en informer en tant que propriétaire. La raison étant que certaines mesures, certaines précautions additionnelles
pourrait être prise par le propriétaire. Et on parlait tantôt de responsabilité, mais un locataire qui n'avise pas et la santé publique et son propriétaire pourrait être considéré comme négligent parce que le propriétaire n'a pas fait ce qu'il fallait, sachant pas qu'il y avait un cas. En même temps, je parlais avec un collègue ce matin et je trouvais que le point était intéressant, mais on devrait agir dans nos immeubles comme s'il y avait un cas, même quand il n'y en a pas. En d'autres mots, ce n'est pas parce qu'il y a un cas qu'on devrait agir ABC. On devrait agir toujours de la même manière. Donc, quand on va au magasin, mais on garde nos distances, on met nos gants ou on met du Purel ou on fait autre chose. On est toujours comme si on était potentiellement en contact avec quelqu'un qui pourrait peut-être l'avoir. Mais dans nos immeubles, c'est un peu le même processus. Mais vous ne trouverez pas dans une loi quelconque disant tout le locataire doit dévoiler à son propriétaire s'il est atteint. Ça n'existe pas. Mais c'est sûr, si vous allez dans nos modèles de lettres, c'est de notre avis que oui, les locataires ont l'obligation. Et le propriétaire a l'obligation de garder ça confidentiel, évidemment. OK, intéressant. Il y a une question chaude, évidemment. Kevin, je ne sais pas si vous avez des développements, mais espérez que le gouvernement fasse quelque chose pour pallier au non-paiement. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Est-ce qu'il y a le dépôt de sécurité aussi? Je voyais des questions sur le dépôt de sécurité. Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a de l'ouverture à ce niveau-là? Est-ce que ça a shaké un peu les choses? Mais c'est sûr que il y a eu des messages politiques au départ en disant, mais écoutez, le mois d'avril serait potentiellement moins risqué pour les propriétaires si on avait au moins un mois de loyer d'avance. Ça serait déjà une chose, donc un dépôt. Et ça, c'est certain. Pour ce qui est de l'aide gouvernementale, donc c'est sûr que en tant qu'association, on ne veut pas non plus, on passe nos messages, mais on ne veut pas non plus être opportuniste pour dire, puisqu'il y a une pandémie, on a besoin du dépôt. On doit faire quand même attention, à mon avis. Je ne suis pas expert en affaires publiques, c'est le travail de M. Brouillette, mais il est certain que présentement, on met énormément de pression sur ce qui est pressant. Et ce qui est pressant, c'est de l'aide aux propriétaires qui subissent un double impact dans bien des cas, autant au niveau de leur travail et au niveau des revenus associés à l'immeuble. Donc, c'est sûr que présentement, le message qui est martelé au gouvernement, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez choisi de fermer un tribunal, vous avez choisi d'empêcher les locataires de se faire évincer, vous avez choisi de ne pas permettre aux propriétaires de s'adresser au tribunal pour du non-paiement de loyer. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour aider directement ces propriétaires-là? Et c'est ce qu'on martèle comme message présentement au gouvernement. Intéressant. Et Kevin, avant qu'on saute vers une autre question du public, rénovation, construction, ça vient d'être annoncé. Donc, si je comprends bien, tout ce qui est livré avant le 31 juillet, rénovation semblait pas être ouvert, du moins ce que j'avais compris. Il faut comprendre que les travaux doivent être effectués pour permettre aux locataires d'entrer le 31 juillet ou plus tard. Donc, n'importe quoi, ça peut être, dans mon exemple, justement, 31 mai ou 30 avril ou 30 juin ou 31 juillet. C'est pas important. L'important, c'est que ces travaux-là sont nécessaires à ce qu'un locataire puisse accéder à ça. Donc, c'est sûr que à quel point ça va être surveillé, mais si on comprend la nature de la chose, c'est que le gouvernement s'est réveillé en disant, mais écoute, si on ne permet pas à ces constructions-là de se terminer ou à ces rénovations majeures-là de se terminer afin de permettre à un locataire d'accéder, les locataires vont se trouver le bec à l'eau le 1er juillet, par exemple. Donc, ma compréhension, et c'est sorti hier, ma compréhension quand on parle de travaux de construction, on parle également d'un propriétaire qui ne veut pas ressabler un plancher là, avec un locataire occupant. On parle d'un logement qui a peut-être déjà été évacué, qui a peut-être été strippé, puis que là, on est rendu à commencer à rebâtir, par exemple, et là, la pandémie est arrivée. Donc, je dois livrer ce logement-là pour le 1er mai ou le 1er juin, peu importe. Ça, c'est, selon moi, dans la définition de ce que le gouvernement a fait. Et ça commence. Donc, le retour au travail pour les travailleurs se fait le 20 avril. Et il y a vraiment un guide qui a été mis sur place par la CNESST
pour protéger les travailleurs de la construction. Intéressant. Je vois qu'il y a des gens qui ont répondu, Cajun, qui disaient que sur l'arrondissement de Villeray, il y en a qui passaient dans les immeubles de 10 logements et plus pour y apposer l'affiche. Est-ce que c'était des locataires, la fameuse affiche, ou est-ce que c'était des locataires? OK. La raison pourquoi je me suis permis de répondre ça, c'est que moi, j'ai eu aucun propriétaire qui m'a avisé de ça. Et ça peut varier d'arrondissement à un autre. On a vu dans les journaux récemment qu'il y a, ou dans nos communiqués aussi sur le corpic.com, je pense que c'est rendu à 5 arrondissements qui interdisent les agrandissements substantiels ou les subdivisions. Donc, on sait qu'il y a des arrondissements qui sont un peu plus... Allez-y. Oh, ouais. On se comprend. On lit entre les lignes. On lit entre les lignes. On lit entre les lignes. Donc, c'est fort possible qu'il y a des arrondissements qu'on connaît bien qui ont probablement fait du porte-à-porte et payé des employés pour faire ça. C'est fort possible. Drôle de moment d'ailleurs hein, pour annoncer ces mesures-là sur la subdivision de loyer. Ah, en tout cas, c'était particulier. Stratégique. C'est stratégique et particulier, mais bon. Kevin, un mot de la fin pour les opérations. Mot de la fin, perspective. Je sais qu'il y en a des gens qui posaient perspective immobilier. Si jamais tu veux répondre, mot de la fin en général. Bien, c'est sûr que, première chose, allez sur le corpic.com. Il y a énormément de contenu qui a été mis à la disposition de tous. Donc, questions-réponses qu'on met à jour tous les jours, mais c'est pas des blagues. Les points de presse fédérales et provinciales sont écoutés. Les directives et les informations sont mises à jour vraiment quotidiennement. On a une équipe vraiment incroyable. Les gens se mobilisent à la Corpic de façon exceptionnelle de ce côté-là. On essaie aussi d'informer nos membres au maximum. Donc, énormément d'articles intéressants sur le corpic.com également. On a fait de mettre en place des vidéos. Et n'oubliez pas de faire, pour ceux qui font leur visite et qui sont capables de louer, n'oubliez pas de faire des enquêtes quand même. Allez pas au pifomètre, comme on dit souvent. Pour ce qui est du marché, écoutez, c'est incroyable vraiment la créativité qu'on a besoin d'utiliser, ne serait-ce que pour signer nos baux. Les gens sont généralement solidaires et prennent les mesures nécessaires pour faire ce qu'il y a à faire et de passer à travers cette entreprise-là. Donc, je pense aux gestionnaires immobiliers et tout ça avec les employés et tout ça. Donc, c'est des ajustements à faire à tous les niveaux. Et moi, je passe une partie de ma journée à tenter simplement de rester en contact avec mon équipe et m'assurer qu'ils ont tout ce qu'il leur faut pour bien faire leur travail. Et les membres aussi sont bien sympathiques. Très heureux qu'on puisse répondre à leurs questions, même dans la situation actuelle. Donc, en gros, en tant que propriétaire immobilier, on ne lâche pas et on s'ajuste et on s'adapte et c'est ce qu'il faut faire dans ces temps-ci. Merci, Kevin. Hey, j'ai eu une bonne question qui est allée pendant que tu prenais ton mot de la fin. Est-ce que tu me permets une dernière question? Je sais qu'on brise un peu notre rythme, là, mais je l'adorais cette question-là. Est-ce qu'un nouveau locataire a le droit d'exiger qu'une désinfection son futur logement avant d'y entrer le 1er juillet était trop délicieuse pour passer à côté? Oui, non, c'est intéressant, puis on a déjà discuté. Le propriétaire a l'obligation, selon le Code civil du Québec, de livrer un logement en bon état d'habitation. Donc, la question standard, c'est est-ce que c'est en bon état? Et les locataires qui émettent des exigences X, Y, Z, ça revient toujours à ça. Donc, la question peut se retourner de dire, moi, je t'ai livré un logement en très bon état. Maintenant, la désinfection te revient en tant que locataire. Donc, on est dans une situation inconnue. On est dans une situation qu'on ne peut pas se référer à la jurisprudence de la Régie puis dire, oui, la Régie a jugé toujours en faveur du locataire, puis effectivement, selon la jurisprudence de la Régie, on est obligé de désinfecter, etc. Non, on n'a pas ça, c'est tout nouveau. Donc, la logique fait en sorte que si un propriétaire livre un logement en bon état d'y habiter, bien, la désinfection ne revient pas au propriétaire. Puis encore là, quelle est la définition d'une désinfection? Donc, on livre un logement propre et maintenant, si le locataire ne se sent pas à l'aise et il veut
passer du lit-sol au plafond, mais ça sera à lui de le faire et c'est l'interprétation qu'on en fait en ce moment en tant que conseiller à la Corpic. Puis si je peux ajouter mon grain de sel là-dessus, à propos du gouvernement, là, si vous allez sur lepanier-bleu.ca, il y a une section à aide et il ne semble pas pour l'instant que le virus semble vivre très longtemps là, sur une surface sèche. Là. On parlait de 3 heures, encore une fois, selon le gouvernement. Donc, allez-y de vos propres conclusions, mais bon, ça ne semblait pas vivre très longtemps sur les surfaces. Donc, peut-être répondre ça aussi, Julie, à tes locataires, si jamais ils veulent désinfecter. Mais tu sais, effectivement, c'est quoi désinfecter? Moi, désinfecter, est-ce que c'est la même chose que pour toi? Donc, effectivement, le locataire pourrait effectivement désinfecter. Et donc, j'ai vu aussi la Corpic a été très active sur les commentaires. Donc, merci à tous. En passant, Corpic, un petit rappel, hein, c'est un organisme à but non lucratif qui est là pour défendre les propriétaires. Si je ne me trompe pas, Kevin. Donc, si les gens, quand vous prenez un abonnement, premièrement, c'est payé avec les rabais que vous avez en tant que membre. Deuxièmement, c'est tellement le fun de parler à un des conseillers quand on a une question. Et troisièmement, on aide les propriétaires au Québec à défendre les causes importantes. Donc, les gens qui ne sont pas membres encore, là, on le dit toujours dans les cours de coaching, allez-y, mettez-vous membre, c'est une très belle organisation. Kevin? C'est gentil, effectivement, depuis 40 ans aussi. Donc, on voit surtout sur Facebook toutes sortes d'entités apparaître qui n'existaient pas hier. Donc, autant le Club des investisseurs immobiliers qui existe depuis combien d'années? Depuis 2001, le club. 2001, donc c'est pas d'hier, la Corpic depuis 40 ans. Donc, aller vers les sources qui sont fiables et bien établies. Ben, merci. Donc, Kevin, là, c'est vrai. Ça va être le vrai au revoir. Désolé pour la petite question de dernière minute, je la trouvais trop juteuse. Kevin, merci encore d'avoir été avec nous. Je vais juste finaliser au niveau du club. Donc, le club, on continue encore avec les Facebook Live. Demain, sur la page anglaise du club, le Real Estate Investors Club, on reçoit Norm Gordon qui a eu pratiquement 1000 logements, maintenant autour de 700 logements. Donc, on va discuter avec lui stratégie d'investissement futur. On a également le cours de Flip jeudi soir qui va se donner en ligne à moitié prix. Donc, si vous vouliez suivre ce cours-là, je pense que c'est le moment. Vous pouvez y aller. Et également, la semaine prochaine, on commence fort. Donc, lundi, on a la SCHL qu'on reçoit. Donc, on va pouvoir lui poser toutes les questions que vous avez en tête, que ce soit actuel, futur. Ça va être très intéressant. Il y a une panoplie la semaine prochaine. On va même avoir Yvan Cournoyer et Jacques Lépine qui vont parler du futur de l'immobilier. Bref, restez connectés. On est content de partager vos lunchs avec vous. Donc, un immense merci à vous tous d'avoir été là. Encore une fois, un énorme merci également à Kevin d'avoir pris de son temps pour renseigner tous les investisseurs immobiliers. Au revoir tout le monde. Au plaisir. Merci Jean-Philippe.